Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à cette rencontre didactique, semestre 4, Histoire des idées, relative à la philosophie de l'absurde. La philosophie de l'absurde qui nous donnera un trait d'union par rapport à l'existentialisme sartrien. Étant entendu que Jean-Paul Sartre et Albert Camus ont été des philosophes, ont été des amis, ont échangé un certain nombre d'éléments conceptuels, se sont mutualisés et se sont, comme dans beaucoup de cas, rapprochés puis séparés. Nous verrons tout à l'heure comment et pourquoi. Voici la manière dont va se dérouler cet espace didactique. Je vais d'abord tenter de définir pour vous d'où est venue cette philosophie de l'absurde au XXe siècle, c'est-à-dire quelles ont été les origines historiques, ce que j'ai appelé aux origines d'un mal-être. Et là, nous serons obligés de parler du XIXe siècle, de la fin du XIXe siècle. Ensuite, nous parlerons dans un grand 2 de la philosophie de l'absurde, d'Albert Camus, de l'homme absurde, de la littérature de l'absurde, et troisièmement, des autres connexions absurdes au niveau théorique qu'ont été par exemple le théâtre de l'absurde. Je reviendrai là-dessus et je terminerai par une conclusion et un rapport à des débouchés qui seraient des débouchés contemporains. Aux origines d'un mal-être. Au XIXe siècle, cette fin de siècle, elle a été mal vécue. Elle a été mal vécue par les gens du XIXe siècle parce qu'il y avait un malaise général. N'oublions pas qu'en France, c'est la défaite de 1870. Les Français perdent la guerre contre les Autrichiens, ce qui va coûter son fauteuil d'empereur à Napoléon III, qui va déboucher sur des intersections militaires avec MacMahon, Boulanger, et ça va faire advenir la République, la 3e, 4e, 5e République. Et donc, il y a un malaise généralisé. Il y a un malaise généralisé parce qu'il en est ainsi de toutes les fins de siècle. C'est ce qu'on appelle le millénarisme. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Donc, il y a une crise de civilisation et la naissance d'un esprit de décadentisme. On a parlé de décadence, par exemple, pour Rome. La décadence, c'est une chute des mœurs, une chute des valeurs, une chute à tous les niveaux, une chute sociale, économique, philosophique, etc. Donc, contre ce pessimisme ambiant, les jeunes et les intellectuels vont refuser le climat prégnant et vont développer ce qu'on a appelé un dandisme intellectuel. Et ils vont avoir tendance à aller vers le raffinement, la recherche d'éléments particuliers. Mais aussi, ils vont toucher aux drogues, les paradis artificiels, tels que Baudelaire l'a écrit dans ses poèmes. Ils vont tenter, on va explorer d'autres contrées à travers les voyages exotiques. On explore soi-même l'introspection à travers l'usage de l'absinthe, l'usage d'un certain nombre de dérivés de la morphine. Le laudanum que Charles Baudelaire utilisait, qui est fait pour la douleur, mais que Baudelaire utilisait aussi pour pouvoir accéder à une surconscience. Et donc, des poètes maudits, tels que Baudelaire ou Verlaine, vont initier une espèce de morbidité créatrice et un comportement un petit peu destructeur, si ce n'est autodestructeur, mais ô combien prégnant d'un point de vue de la valeur artistique qui en découlera. Cette société, eh bien, elle semble devoir se détruire irrémédiablement. Et tout ceci, eh bien, ça va développer une hyperesthésis, un sentiment d'extrême sensibilité. Et probablement que celui d'entre les écrivains qui a le mieux compris cette décadence aura été Paul Bourget. Il a vraiment bien saisi cet esprit de la décadence. Donc, la génération de 1895-1900 connaît, à n'en point douter, un problème métaphysique, un pessimisme ambiant, avec le sentiment du millénarisme, et on a l'impression que ce fin de siècle
cette fin de millénaire, parce qu'on va passer à partir de 1900, on passe au XXe siècle, de la même manière qu'en 2000, on est passé au XXIe siècle. Eh bien, ce pessimisme ambiant, on va attendre un salut de l'humanité. Et là, on s'est aidé d'un philosophe qui s'appelait Schopenhauer. Arthur Schopenhauer a publié en 1886 un ouvrage qui s'appelle « Le monde comme volonté et représentation ». Et Schopenhauer a développé la question métaphysique et fondamentale du « pourquoi vivre ?» Et en ce sens, la question de Schopenhauer, elle vient interroger et interpeller d'autres philosophes antérieurs. Schopenhauer a dit « la vie oscille de gauche à droite, tel un pendule, de la souffrance à l'ennui. » Pour Schopenhauer, la souffrance, elle est directe. J'ai faim, j'ai soif, j'ai froid, j'ai mal. Mais la satisfaction, elle est indirecte. J'ai soif, je bois. Mais si la souffrance, elle est eh bien, la satisfaction de le dépassement de cette souffrance, il va passer par ce que Schopenhauer appelle la médiateté, c'est-à-dire l'usage d'un médiateur. Schopenhauer, il faudrait peut-être revenir sur sa vie. Arthur Schopenhauer a hérité de son père une espèce de propension à la dépression, à une morale du monde très pessimiste, à une douleur métaphysique assez profonde et aussi à un rapport au genre humain qu'on appellerait misogyne. Et peut-être encore plus profondément, à l'opposé du genre humain. Misanthrope, voilà, c'était le mot que j'ai. Il y avait une misanthropie chez le père et le fils, et une misogynie chez le fils. Schopenhauer vit la mort du père, l'abandon de sa mère l'abandonne, va développer une carrière, elle devient un écrivain réputé, et donc il a un rapport assez particulier à l'Oedipe qui n'aura pas été satisfait et qui va créer chez lui un pessimisme. Pour Schopenhauer, eh bien, chez lui, eh bien, l'être est toujours souffrance. Chez Schopenhauer, l'humain, eh bien, il a quelque chose qui est une espèce d'individualité et une espèce de rapport à la solitude. Il y a une solitude ontologique et existentielle chez l'humain. Et il n'y a rien à attendre. Même en regardant par-delà les cieux, le monde n'a pas de sens. Le monde n'a pas de perspective, le monde n'a pas d'objectif et il n'a aucune raison. Eh bien, il vous dit, à partir de là, il faut se débrouiller pour vivre. Et si vous me permettez, Arthur Schopenhauer s'oppose à Emmanuel Kant. Il s'oppose à Emmanuel Kant dans la chose en soi. Pour Emmanuel Kant, la chose en soi, c'est la face cachée de toutes nos représentations. Tout ce qui est la vérité du monde et qui nous est inaccessible. Ça, c'est une perception kantienne. Pour Schopenhauer, la chose en soi, c'est la réalité du monde, la réalité du corps. Donc c'est une volonté. Si pour Kant, la chose en soi, c'est un lointain absolu, pour Schopenhauer, la chose en soi, c'est la réalité la plus proche, c'est la vérité qui se vit avant de se comprendre elle-même. Et donc pour Schopenhauer, l'important, c'est pas le pourquoi du monde, de la vie, c'est le quoi. Et le quoi, pour Schopenhauer, il se réalise tout le temps. Il se réalise dans le biologique, il se réalise dans l'humain, il se réalise à travers chacun de nos comportements. Donc Schopenhauer aura permis à cette philosophie existentialiste et à cette philosophie pessimiste le développement d'autres penseurs comme Hartmann. Hartmann présupposait que pour s'en sortir, il fallait carrément, il a fait l'éloge du suicide collectif. Il pensait, à travers le millénarisme, à travers le sectarisme, que puisque l'existence n'avait pas de sens, n'avait pas de but, il n'y avait rien à en attendre, pourquoi ne pas se suicider en totalité? Donc, certains écrivains, ils vont se complaire dans cette atmosphère de morbidité. Et le 19e siècle va proposer
à foison des théories. Des théories qui seront, par exemple, l'ésotérisme, la spiritualité, le spiritualisme, le satanisme. On va faire tourner des tables, on va interroger les morts, les fantômes. Et ça n'est pas pour rien, je vous signale qu'en cette fin du 19e siècle apparaissent des personnages comme Frankenstein de Mary Shelley, cet être qui est créé à partir d'un cadavre. On croit que l'électricité va produire des effets. Par exemple, la figure du loup-garou, la figure du vampire avec Bram Stoker. Et donc tous ces éléments-là montrent bien qu'il y a une espèce de revanche qui est prise par les écrivains sur la morbidité socio-économique, idéologique, ambiante. Et là, eh bien, il y aura à la fois l'exploration de Thanatos et pour d'autres, l'exploration d'Eros. On va rechercher les plaisirs sous tous les angles et pour toutes les raisons particulières. Alors, nous avions donc vu tout à l'heure les origines de la philosophie de l'absurde avec le mal-être du 19e siècle. Passons, si vous voulez bien, à la philosophie de l'absurde. D'abord, il faut savoir que le mot absurde vient du latin absurdus. Absurdus signifie dissonant. Ça veut dire ce qui échappe à toute logique, ce qui ne respecte pas les règles, ce qui n'est pas en harmonie avec quelqu'un ou quelque chose. Autrement dit, ce qui est anormal, en deçà de la normalité, ce qui est illogique, qui n'est pas logique. Et donc, en philosophie et en littérature, l'absurde, il va s'exprimer par une théorie dont l'existence paraît injustifiée, et cette philosophie de l'absurde, elle va déboucher sur la contradiction d'un système par le fait lui-même. En règle générale, on peut dire que, historiquement, les existentialistes athées, ils ont fait un usage de l'absurde en insistant chacun sur le sens particulier qu'il lui donnait. Et ils lui attribuaient une espèce d'abîme, un écart, un gouffre infranchissable entre l'homme et le monde, entre les aspirations humaines et la réalité matérielle du monde, et surtout l'incapacité du monde à satisfaire les besoins de l'être humain. Et là, je vous renvoie à Lucien Goldman, Le Dieu caché, ou je vous renvoie à George Lucas, qui ont développé cette notion de ce qu'ils appellent l'aliénation. L'homme est fondamentalement aliéné. Il est aliéné par le système, il est aliéné par la conscience qu'il a de son état, il est aliéné par l'autre, par autrui, et il est aliéné par un certain nombre de référents idéologiques, socio-économiques, culturels, de croyances, etc. Voyons, si vous le voulez bien, la figure majeure de cette philosophie de l'absurde qu'a été celle d'Albert Camus. Albert Camus, né en 1913, mort en 1960. Albert Camus, l'Algérien. Albert Camus, ayant grandi dans une Algérie coloniale, dont le père disparu alors qu'il est encore enfant, est allé combattre en 1914 et se fait tuer sur le front dès 1914. Albert Camus qui doit vivre avec une mère autoritaire, frustre, qui n'est pas cultivé, qui a un problème de surdité et qui donc va vivre une enfance assez difficile, assez misérable sur le plan socio-économique et culturel, mais qui fera de bonnes études, des études même brillantes, grâce à l'aide d'un professeur qui l'a pris en main et qui lui a permis d'accéder à des bourses d'études qui lui ont permis d'aller jusqu'au baccalauréat et de faire ensuite des études supérieures. Albert Camus en 1940 veut participer à l'effort de guerre, mais il est réformé. Pourquoi ? Parce qu'il a la tuberculose. Et nous verrons que cette maladie qui le poursuit très longtemps, puisqu'il aura un deuxième épisode de rechute tuberculeux, va être aussi, dans La Peste et dans d'autres ouvrages, un référent thématique. Il se sent poursuivi par la maladie et la mort
tout au long de sa vie. Et ça va lui donner un rapport à la vie et un rapport au monde qui va être aussi, dirions-nous, à la fois angoissé sur le plan métaphysique. Il avait très peur de la mort, et pour un philosophe ça peut sembler assez intéressant. Il n'avait pas encore résolu cette équation métaphysique, et donc ça lui donnait un appétit de vie. Il était très dionysiaque, et donc il avait effectivement le culte du corps, le culte du soleil, le culte de la beauté, le culte des sens, et donc il magnifiait cette Algérie coloniale, la mer, Tipaza, le corps souple, le corps beau, le corps bronzé, etc. Et donc, il adhère au Parti communiste, il publie dans un journal, il se fait le défenseur de la résistance contre l'occupant nazi, effectivement, et donc il va occuper des positions tout à fait prégnantes dans le mouvement idéologique anti-hitlérien, hein. Et il va donc publier des articles tout à fait prégnants, tout à fait probants à ce niveau-là. Et il va militer aussi pour la cause algérienne, avec une espèce de camaraderie prolétarienne avec les Algériens de conditions pauvres comme lui. Il est inspiré par Kierkegaard, dont j'avais déjà parlé dans la première capsule. Il est inspiré par Karl Jasper, par Heidegger, dans le rapport que l'homme peut avoir, dans la contradiction que celui-ci a de et dans l'univers. Il lit et il s'intéresse à Dostoïevski, à Kafka, surtout par rapport au tragique de la condition humaine, ces aspects de et dans la condition humaine, et les grands moments de sa créativité sont ceux d'un certain nombre de cycles, hein. Il y a des cycles qui sont ceux de Sisyphe, de Prométhée, du médecin de la peste, dans lesquels il va essayer de développer un humanisme. Mais un humanisme qui n'est pas un humanisme politique, idéologique, mais un humaniste, je dirais, ontologique, et quelque part un peu stérile sur le plan idéologique. Et c'est en ce sens qu'il va s'opposer à Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre qui, lui, prône l'action et la révolution prolétarienne, hein. Donc, chez Camus, c'est plutôt un certain repli vers l'autocritique. Et pour ouvrir un aparté, je vous dirais qu'ils se sont rencontrés durant la guerre, et donc Sartre a été un grand ami de Camus, mais Simone de Beauvoir a tout de suite détesté Camus. Pourquoi ? Elle y a vu peut-être un rival, elle y a vu une autre figure d'un, comment dirais-je, d'une seconde approche de quelque chose qui serait en deçà ou au-delà ou à côté de l'existentialisme, hein. Elle a traité Camus de Rastignac, ce personnage balsacien arriviste, hein. Et lorsqu'elle a reçu un prix littéraire pour un ouvrage qui s'intitulait Les Mandarins, elle faisait référence à Camus, et Camus l'a très bien compris et l'a très mal reçu. Donc Camus, lorsqu'il développe l'homme absurde à travers par exemple le mythe de Sisyphe, Sisyphe, condamné par les dieux à une espèce de torture éternelle, il doit rouler un rocher sur une colline, un rocher qui redégringole, et Sisyphe va devoir passer l'éternité à rouler ce rocher. Et Camus nous dit, mais à la limite, Sisyphe, même s'il est condamné à faire quelque chose de vide, d'une punition, totalement absurde, il existe quand même pendant qu'il roule ce rocher, hein. Et il affirme son étang entre le moment où il est à la base jusqu'au sommet du rocher, même s'il doit le refaire perpétuellement, hein. Et ça, cette punition divine, je vous signale que c'était aussi, chez l'homme, il y a une volonté de finitude. L'être humain aime finir ce qu'il entreprend. Et si vous lisez par exemple Les Misérables, dans les bagnes, il y avait des punitions pour les bagnards qui consistaient à leur faire des choses qui ne servaient à rien. Vous dites à un type, ben voilà, tu vas me déplacer ce tas de cailloux ici, et une fois qu'il a fait le travail et qu'il croit que c'est terminé, vous dites, ben c'est très bien, ce tas de cailloux, tu me le remets là. Et bien de cette manière-là, vous brisez la volonté de l'individu, parce que chez l'être humain, il y a une volonté de finitude.
Et ça me fait penser que la philosophie de Schopenhauer s'est aussi développée lorsque Arthur Schopenhauer a vu la condition des prisonniers du bagne de Toulon, des galériens. Lorsqu'il a vu dans la peste à Marseille et dans des cellules de quarantaine, il a vu dans quelles conditions étaient mis les gens en quarantaine qui souffraient de la peste, il s'est rendu compte que le monde n'était qu'un vaste théâtre. C'était une comédie absurde où la réalité de la situation humaine était proprement écœurante, proprement révoltante. Et ça a vraiment, chez le jeune Schopenhauer, développé chez lui un pessimisme profond. Donc chez Camus, il faut concevoir, de la même manière que chez Dino Buzzati, dans Le désert d'air tartare, ou chez Kafka, dans Le château, dans les romans qu'il a pu, L'Arpenteur, dans aussi celle dans laquelle il raconte l'histoire de Grégoire Samsa, eh bien, on a développé ce qu'on appelait l'homme absurde. Et cet homme absurde, c'est elliptique. Ça n'est pas l'homme qui est absurde, c'est la situation de l'homme qui est absurde, la vie de l'homme qui est empreinte d'absurdité, et non pas l'être humain en tant que tel. Et si j'en reviens à Jean-Paul Sartre dans Situation 1, eh bien Jean-Paul Sartre, il évoque le lien entre le mythe de Sisyphe et l'étranger, tous deux publiés en 1942. Et il établit un rapport entre l'essai et le récit. Et à ce moment-là, la notion d'absurde dans le mythe de Sisyphe serait celle de celui qui, ayant éprouvé l'absurdité du monde, en a tiré les conséquences. Comme Sisyphe et son rocher, comme le personnage de Roquentin, qui se considère comme jeté dans un monde, né du hasard et soumis à ce dernier. Donc l'homme absurde, il est révolté. Et je vous rappelle que Camus a publié un ouvrage qui s'appelle « L'homme révolté ». L'homme révolté, c'est celui qui est prêt à refuser toute obligation et toute contrainte. L'homme révolté est celui qui éprouve un sentiment d'irresponsabilité, au sens où Nietzsche avait dit que l'homme n'était pas responsable parce qu'il n'a pas la pleine maîtrise de ses choix. Et il a dit que si on a institué la responsabilité, c'est pour pouvoir justifier la punition. Donc pour Camus et d'autres, l'homme est irresponsable parce que son existence, elle est arbitraire. L'homme ne se croit pas tenu de justifier sa conduite, puisque tout semble injustifié. L'homme est dépourvu de toute conscience morale. Il est comme innocent. Il est innocent de la même manière que pourrait l'être le primitif. Le primitif rousseauiste, mais le primitif pré-christianisé, celui qui n'a pas encore été, spolié par son rapport au fondement du vivant. L'homme absurde est celui qui est conscient de l'existence d'une morale et de une ou plusieurs religions, eh bien, il les récuse en totalité. C'est pourquoi, dans le mythe de Sisyphe, il est écrit « Tout est permis, puisque rien n'a de sens, eh bien, on peut tout faire. » Et vous voyez qu'en disant « tout est permis », ça peut déboucher sur la philosophie sadienne, ça peut déboucher sur d'autres égarements et d'autres errements. Et ça me fait penser aussi, par exemple, au personnage de Des-Esseintes chez le romancier Joris Karl Huysmans. L'absurde a été développé aussi au théâtre. Des auteurs comme Samuel Beckett, Eugène Ionesco, Arthur Adamoff et Édouard Albee ont développé un théâtre de l'absurde. Un théâtre de l'absurde qui revient à Antonin Artaud. Antonin Artaud a qualifié l'absurde comme étant pas le théâtre de la méchanceté ou du sadisme, mais ce qu'il a appelé pour lui l'absurde et la cruauté, c'est l'appétit de vivre. Ce qu'on pourrait appeler chez Freud la pulsion de vie par rapport à la pulsion de mort. Et on reconnaît ce théâtre de l'absurde dans le fait que ce sont des pièces de théâtre où l'intrigue est désintégrée, où le langage est disloqué, où les situations sont extrêmes, où le décor est limité,
où les personnages aussi sont limités, on ne sait pas ce qu'ils font, ils sont dans un espace et dans un temps indéterminé, et il y a une espèce de métacommunication et de paracommunication, comme dans La cantatrice chauve, comme dans Le rhinocéros, comme dans En attendant Godot. La situation des personnages est absurde, au même titre que la situation du monde pour ces dramaturges est absurde. Donc, théâtre de l'absurde qui a développé tous ces référents littéraires. Donc, en conclusion, on pourrait dire que cette philosophie camusienne a été aussi un signe des temps. Elle a été productrice d'œuvres de qualité, mais qui ont néanmoins débouché sur une aporie, c'est-à-dire une espèce d'impossibilité. C'est le fait que Camus, vers la fin de sa vie, a senti qu'il était dans une espèce de, comment dirais-je, de voie sans issue. Et s'il n'avait pas été rattrapé par la mort, par le destin, dans cette route nationale qui devait le mener à Paris, en compagnie du neveu de l'éditeur Gallimard, dans un banal et tragique accident de la route, il avait peur de mourir d'un accident de la route, eh bien, il était probablement en train de remettre en question, de fond en comble, sa théorie philosophique de l'absurde, et elle aurait débouché peut-être sur quelque chose d'autre. On pourrait peut-être reprocher à Camus, qui a reçu le prix Nobel, et qui pensait que normalement il n'aurait pas dû le recevoir, parce qu'il pensait que Malraux le méritait avant lui, peut-être un peu plus que lui. Eh bien, il semblerait que Camus ait quand même raté la décolonisation. Et surtout, à travers une phrase qui lui avait été reprochée, dans laquelle il avait dit, et je le cite, « Entre la justice et ma mère, je choisis ma mère ». Ça veut dire, entre la délivrance coloniale des pays soumis au joug de la République française, en Afrique du Nord, en Afrique occidentale française et en Asie, eh bien, je me mets aussi du côté des colons. Et ça, on a dit, non, c'était par rapport à sa mère qui était à Alger et qui pouvait subir... Non, quelque part, il a aussi raté le coche de l'histoire d'un point de vue idéologique. Et là, il a bien senti qu'il y a eu un tournant, dans sa perception. Mais on ne peut quand même s'empêcher de dire qu'il a été un philosophe prégnant, même si, à la différence de Jean-Paul Sartre, lui il est d'extraction modeste, et que pour par exemple, j'en avais parlé, comme tout à l'heure, j'avais dit qu'un philosophe comme Michel Onfray, eh bien, la thèse et l'hypothèse de Onfray serait que la philosophie camusienne serait de beaucoup plus prégnante, plus prolifique que les conceptions sartriennes existentialistes. Et je pense qu'il ne faudrait pas aller trop vite en besogne et qu'il faut donner aux historiens, il faut donner aux critiques, il faut donner aux générations à venir le temps, le recul nécessaire pour pouvoir dépoussiérer l'apport qu'auront eu véritablement l'un et l'autre en termes d'avancées idéales, conceptuelles, philosophiques, du point de vue de ce qu'ont pu en faire les générations à venir et comment tout ceci va constituer les strates d'une philosophie à venir. Alors que, pour tout vous dire, maintenant nous en sommes au post-structuralisme. On a complètement dépoussiéré toutes ces philosophies et on en est maintenant au postmodernisme. On en est à la décolonisation, on en est à l'avènement, à la globalisation, à la mondialisation, et on en est à l'avènement de la machine, à une humanité 2.0. Et donc, probablement que les historiens balayeront un peu ces champs idéologiques et conceptuels et détermineront avec beaucoup plus de facilité et beaucoup plus d'acuité, beaucoup plus de lucidité, comment, sur le plan méthodologique, sur le plan structurel, sur le plan
qualitatif, quantitatif, l'existentialisme et la philosophie de l'absurde ont permis ou non un tournant des sociétés occidentales contemporaines. Alors, je ne saurais valablement terminer cet exposé et tous les exposés antérieurs sans remercier du fond du cœur et en toute sincérité mon collègue et ami, le professeur Omar Abdou, qui a été l'initiateur et l'instigateur d'un master, métier pratique des médias, et qui nous a permis, moi et mes collègues, de pouvoir vous donner toutes ces capsules didactiques avec l'aide ô combien opérante des étudiants de ce master qui ont été pour nous des éléments techniques incontournables, des adjuvants tout à fait opérants, tout à fait structurants et que je tiens à remercier du fond du cœur. Ils ont été nos étudiants, eh bien, et ils sont maintenant les garants de l'accessibilité, de la diffusion, de la qualité, de la prégnance, de l'aura de notre université, de notre faculté et de tout ce qui constitue tout à la fois son corps professoral humain, son corps estudiantin d'apprenants et cette dynamique et cette intercession et ces échanges des uns vers les autres, des uns par les autres et des uns pour les autres. Shukran jaziran.